Bonjour et bienvenue à Télétourisme. Nous vous parlons cette semaine de patrimoine et en particulier d'un monde à l'autre des futures journées du patrimoine qui se dérouleront en Wallonie au mois de septembre et pour ce faire dans un cadre exceptionnel classé au patrimoine de l'UNESCO, celui du Grand Ornu, à quelques kilomètres de Mons, capitale culturelle européenne. La maison Canivet, vous en avez déjà entendu parler? Ah, si je vous donne ses dimensions, elle n'a pas l'air extraordinaire comme ça. Et pourtant, l'ingéniosité y a trouvé refuge. Christophe Zeneville. César Jules a bien connu Blaton qui s'est appelé Ablatonas, dérivé de Ablatum qui signifie détruit, renversé. C'est parce qu'il y a vaincu les Nerviens dans sa guerre des Gaules. Aujourd'hui, Blaton s'en est remis et a 2 ou 3 perles à vous présenter. Sa cure, son hôtel de ville et son église romane du XIIe. Mais ce qui nous amène dans la région, c'est ce bâtiment que les habitants de cette rue des Iguanodons ont toujours connu comme la maison Canivet, aux dimensions particulières et intrigantes. Il est caractéristique que quand on prend l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est vraiment un standard. Les dimensions sont toujours à peu près les mêmes, l'implantation toujours à peu près les mêmes également. Ce bâtiment a un rôle extrêmement important dans l'histoire mondiale et se trouve à un tournant de notre civilisation. C'est la charnière entre la période proto-industrielle et la période dite industrielle, donc la fameuse révolution industrielle qui a commencé en Angleterre en 1712 et qui est venue chez nous 50, 60 ans après. C'est un tournant, ça. Oui, absolument, puisque auparavant l'exploitation était tributaire des hommes, donc au tout début on extrayait, je vais dire à la main, avec des treuils à bras, donc on était limité à des seaux de 40 litres. L'étape suivante, c'était d'utiliser des chevaux dans des manèges. Et là, à ce moment-là, on passait à des cuves à 400 litres. Et puis vient 1705 et le dépôt par Newcomen de son brevet pour la machine à feu. Et la machine à feu, c'est essentiellement un foyer, on brûle du charbon, bien sûr, surmonté par une chaudière où on faisait bouillir de l'eau. Parce que on appelle ça de la vapeur, mais c'est limite, parce qu'elle est à la pression atmosphérique pratiquement. Cette chaudière est surmontée d'un cylindre dans lequel voyage un piston. Ce piston est relié via une chaîne à un balancier qui est lui-même relié à une autre chaîne à ce qu'on appelle la maîtresse-tige. Donc c'est une pièce de bois qui pilote là où les pompes qui sont dans le puits. À cette époque, ce sont aussi les prémices du capitalisme. Depuis son château à la frontière française actuelle, le prince Emmanuel de Croÿ rassemble toutes les mines de la région sous le nom de la Compagnie d'Anzin pour pouvoir acheter plusieurs machines à feu. À l'origine, on va les acheter en Angleterre et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle le duc de Croÿ a provoqué la fusion des concessions du nord de la France pour d'abord supprimer la concurrence entre ces différents seigneurs, disons, du coin, et en même temps réunir des capitaux pour pouvoir acheter le matériel, donc en 1757. Autre perle, les marais d'Archy qui ont aussi leur origine dans l'extraction du charbon. Les marais d'Archy sont la résultante de l'exploitation du charbon à Archy et à Pomerol. Disons, ce sont tout simplement des affaissements qui se sont comblés d'eau. Et maintenant, c'est devenu une réserve naturelle ornithologique. Les charbonnages de la région fermeront un à un dans les années 60. Subsistent ici et là des traces, tel ce puits qui servait à la congélation du sol dans les mines, l'eau étant le pire ennemi des mineurs. Ça permettait aux ouvriers de creuser, de foncer le puits au sec. Et le bâtiment qui est derrière nous abrite un puits de 135 mètres avec une pompe qui est toujours là, qui permettait de refroidir le circuit de saumure, donc d'avoir de l'eau de condensation toujours à la même température. Dans toute la région, le passé est présent partout, nous rappelant que l'homme a du génie, peu importe l'obstacle, il trouve toujours une solution, souvent ingénieuse.
Karima Aoudi, vous m'attendez au pied de, j'ai presque envie de dire au pied du terril. Et c'est pourtant une œuvre d'art contemporaine que l'on trouve ici au Max, puisque c'est une des reconversions de ce site charbonnier du Grand Ornu. Confrontation de culture à travers les siècles. Oui, tout à fait. On est au pied d'un terril qui représente la ruche de travailleurs qui a pu être employée dans les charbonnages, tous ces travailleurs de l'ombre que sont les mineurs. Et effectivement, dans cette œuvre de Christian Boltoski, on rappelle la mémoire de tous ces travailleurs dont l'histoire n'a pas forcément retenu toujours le nom, comme on peut retenir par exemple le nom d'un Henri de Gorge ou d'un John Cockerill. Il y a aussi tous ces travailleurs dont il faut retenir aussi l'apport et l'effort dans cette aventure industrielle wallonne. Vous parlez de Cockerill, je vous prends au mot aussi là. Ça incarne évidemment ce qu'on appelle la sidérurgie, qu'on appelait la métallurgie ou les fabriques de fer, mais il n'y en avait pas qu'à Liège et à Charleroi. Non, tout à fait. Avant le début du 19e siècle, on retrouvait effectivement une métallurgie, une proto-métallurgie, proto-sidérurgie qui s'alimentait du charbon de bois et qui était située en lisière du massif forestier où elle s'approvisionnait en eau comme force motrice et en charbon de bois comme combustible. Voilà, c'est comme ça qu'on retrouve des implantations au fourneau Saint-Michel et à Couvain où nous sommes allés. Nous nous trouvons au domaine Saint-Roch à Couvain. Il y a 3 siècles, cela grouillait de monde ici. Il faut dire que tout était réuni pour le succès. Le minerai de fer abondant, les étangs et les barrages pour la force hydraulique. Machine à remonter le temps, actionne-toi. Ça m'aurait bien plu d'être une petite souris et de revivre ces époques, époques de révolution industrielle où des capitaines, des gens qui n'ont vraiment pas eu peur, sont venus s'installer pour créer de manière industrielle une activité liée au fer et donc à tout ce qui tourne autour, le charbon de bois, l'eau, les moulins, le transport, l'exportation, enfin ça devait être fantastique et alors on travaillait de manière tout à fait verticale, tous les métiers étaient intégrés dans l'usine donc ça devait fourmiller de tous les côtés. En 1737, Jean-Jacques Desandrouin achète le domaine avec sa forge. Il sera à l'origine du développement de l'industrie, agrandit le château et érige ses dépendances. Monsieur Desandrouin, c'était vraiment un capitaine actif dans le verre, essentiellement le verre, le charbon. Et puis c'était un homme d'affaires intelligent, avisé. Et donc il s'est tourné dans cette région pour créer sa première usine. Les années 1830 vont sonner le glas pour bon nombre de forges. Eh bien, le principal client de toutes les forges de la région de Chimay-Couvain, c'était le prince d'Orange, Guillaume d'Orange, qui avait une flotte de bateaux très très importante avec toutes les colonies hollandaises, les Indes hollandaises. Et donc pour équiper ces bateaux en filins, en câbles, eh bien les câbles de ces bateaux venaient de Couvain. On avait une tréfilerie ici. Subsistent toujours les restes des édifices industriels et c'est là surtout l'intérêt de notre visite. On y découvre une exceptionnelle rampe qui monte à 45 degrés sur 3 arches. Elle servait à monter le minerai dans le fourneau. Beaucoup d'éléments de l'usine ont disparu, mais ils ont gardé ces arcades qui peut-être dans les époques 1860-1870 étaient peut-être avaient un aspect romantique, je vais dire. Et on a laissé ces arches qui heureusement sont toujours là et qui d'après l'IPW serait un des derniers monuments en Europe, en tout cas en Belgique certainement. L'ère industrielle du site est révolue, une famille d'aristocrates s'y installe, les de Villermont. Ils entreprennent de vastes travaux d'aménagement, les comtesses inviteront même des capucins à s'y implanter. Une indivision mettra un terme à la propriété de la famille et Saint-Roch se transforme en le Grand Hôtel Saint-Roch, un lieu de villégiature où l'on pratique la chasse, la pêche et même les courses de chevaux. Des gens viennent y passer le week-end, ils viennent passer des vacances. On y crée des chemins de promenade. Sur une des îles du Grand Étang, on y crée même un petit salon de thé où on emmène les dames en crinoline sur des plates là-bas prendre le café. C'est tout à fait une époque merveilleuse. Les propriétaires actuels sont là depuis 1992. Les anciennes écuries à garage deviennent salles de banquet, le monastère, un gîte. L'écologie et l'énergie durable sont les maîtres mots de cette nouvelle dynastie. Pourtant, la ligne du temps est ressentie à chaque détour, chaque chemin, comme si tous les habitants depuis 1730 étaient solidaires les uns des autres.
chaque propriétaire laisse ses traces dans ce genre de domaine. C'est ce qui est gai d'ailleurs, de se remettre dans les chaussures du précédent. Et fatalement, je n'arrête pas de me promener, d'aller voir les arbres, grandir les arbres. Des arbres que je sais que Monsieur Desandrouin a plantés. On a plusieurs arbres bicentenaires ici dans la propriété. Et je suis sensible à ça. Régulièrement, je m'assieds au pied d'un arbre et franchement, je me sens très bien. Voilà, retour au Grand Ornu. Alors Karima, il y a vraiment une effervescence, une efflorescence industrielle au début du 19e. Oui, tout à fait. Au début du 19e, on observe une très grande diversification industrielle autour des charbonnages qui fournissent cet élément essentiel, le charbon, qui est le pain de l'industrie. Et donc autour des charbonnages vont graviter des entreprises de construction métallique, des entreprises de construction ferroviaire, des verreries, des manufactures de lin, de laine et de coton. Bref, tout un panel d'activités industrielles qui caractérise bien cet enthousiasme manufacturier de la Wallonie à l'aube du 19e siècle. Oui, puis ça va bouleverser la manière de vivre, la vie sociale aussi. À côté de cette ingénierie technique, on va voir se développer aussi une ingénierie sociale avec la construction de cités ouvrières, de villages ouvriers, à l'exemple de celui du Grand Ornu. Mais il n'y a pas que le charbonnage, hein, il y a aussi d'autres industries, les carrières par exemple, ça remonte aussi. Le sous-sol de la Wallonie est riche en charbon, mais aussi en pierre bleue, notamment du côté de Soigny, avec les carrières Winx. Et je vous arrête parce que c'est là qu'on va. D'accord. En Wallonie, le petit granit ou pierre bleue est une richesse naturelle parée d'un savoir-faire séculaire. Ici, à Soigny, elle est devenue une tradition et une économie qui a évolué avec le temps et les techniques. C'est une histoire qui dure 2000 ans. Donc on a fouillé une villa romane ici à Soigny, il y avait des moellons de calcaire dans les fondations. Et puis, à partir du XIe siècle, on construit la collégiale Saint-Vincent, un immense monument roman. Et pour le construire, on a besoin de moellons qu'on extrait du sol et des carrières locales au bord de la Seine. Et en même temps, il y a des fours à chaux qui fonctionnent. Mais curieusement, les carrières de Soigny ne livrent pas autre chose avant le XVIIIe siècle. Grégoire-Joseph Winx, tailleur de pierre et maître de carrière, quittera Feluy pour s'installer à Soigny en 1720. Il est le premier d'une longue lignée qui fera de la pierre une industrie florissante. Tout de suite, c'est le haut du panier, donc ils ont des contrats nationaux. Et à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, ils font des bâtiments dans le style de l'époque, avec des sculpteurs, en plus des tailleurs de pierre, comme à cette maison de la rue des Orphelins. Ces pierres de taille sont extraites de l'ancienne grande carrière de la rue Mademoiselle-Annick. Aujourd'hui remblayés, il ne reste que quelques bâtiments qui constituent un patrimoine industriel unique en Wallonie. Toutes les maisons ont été construites au fur et à mesure. Celle-là, c'est probablement la plus ancienne. Elle a la marque de Carrière et c'est la marque de Thomas Winx. Donc on sait que c'est dans grosso modo les 2 dernières décennies du XVIIIe siècle. Et les 5 ici finissent le rivage. Et donc on était tout au bout de la chaussée des Carrières, elle déjà construite en 1769. Et c'est à cet endroit-là, évidemment, qu'on a construit un bâtiment qui est le plus ancien bâtiment industriel de Soigny, un des plus anciens bâtiments industriels de Belgique, puisque ce bâtiment est attesté déjà en 1785. Ce bâtiment, aujourd'hui restauré et bientôt réaffecté en logement, accueillait la pompe à feu, probablement l'une des premières applications industrielles de la machine à vapeur. C'est le symbole de la transition vers la révolution industrielle. Donc avant, on a des tailleurs de pierre, on a la force chevaline, la force humaine, etc. Et puis à partir de 1770, on a des moulins à vent qui servent à faire l'exor des carrières, donc pomper l'eau dans les carrières. Et celui-ci, presque trop tôt, c'est un bâtiment industriel, pompe à feu, machine à vapeur et l'électricité très vite. Donc on est dans un site où on a toujours été très tôt par rapport aux formes d'énergie à la disposition des carrières. C'est cette vision technologique avant-gardiste qui a fait le succès de l'entreprise familiale. À la moitié du 19e siècle, elle devient une industrie à proprement parler.
C'est le petit-fils de Thomas Wynks, qui est Pierre-Joseph Wynks, qui va être vraiment à l'origine de l'apogée de cette carrière. Et c'est de cette période-là, donc on se situe à ce moment-là au milieu du 19e siècle, que datent les bâtiments que l'on voit toujours ici, sur place. Donc on a une scierie monumentale, véritable carte de visite de l'ancienne carrière qui date de 1843. Peu après, la famille Wynks va faire construire des bureaux pour la carrière. Et ça, c'est une grande première pour les entreprises industrielles parce qu'on entre là dans une époque où on va avoir une gestion d'entreprise comme on la connaît aujourd'hui, avec des bureaux, une comptabilité et une vraie gestion. Actuellement, en restauration, le site va bientôt reprendre vie et il ne perdra pas son âme car la pierre restera au cœur de son affectation. Ce qu'on va faire dans ces bâtiments-ci, c'est aménager ce qu'on appelle le pôle de la pierre, qui sera en fait un centre de formation aux différents métiers de la pierre, au sens très large. Et c'est ça vraiment qu'on recherchait, parce qu'en plus, la typologie très industrielle de ces bâtiments ne permettait pas facilement d'y implanter d'autres fonctions sans dénaturer le site. Et donc l'objectif aussi, c'est de garder l'esprit industriel de l'époque encore présent sur le site, de le maintenir après la restauration. Henri de Gorge est un industriel français. Il est originaire de Lille et il investit le site du Grand Ornu entre 1810 et 1830. Il mourra à 58 ans seulement. Mais pour fidéliser la main-d'œuvre, eh bien, il la sédentarise. Et c'est le principe de ce que l'on connaît encore aujourd'hui, hein, du Grand Ornu avec la cité, les magasins, les écoles, les églises. Le début du paternalisme social assez répandu à l'époque. Si on va du côté de Verviers, par exemple, à l'autre bout de la Wallonie, là, c'est le textile qui est florissant. Verviers en est même la capitale mondiale. L'industrie textile verviétoise remonte au Moyen-Âge. Elle s'est développée déjà au XVIIIe siècle. À l'époque, c'est déjà un centre textile relativement important. Mais alors, le début de la mécanisation en 1800 a été ce qui a lancé son expansion. Et cette mécanisation, c'est un mécanicien anglais, William Cockerill, qui vient ici derrière, dans l'usine de Simonis, et qui commence à construire des métiers à filet mécanique. Et c'est de là qu'est partie alors toute l'expansion qui a fait de la ville, au XIXe siècle, une des capitales mondiales du textile. Il y a deux choses qui ont vraiment permis le développement. C'est d'une part la rivière, qui a un courant relativement torrentueux, c'est-à-dire que par moments l'eau coule très vite et ça permet aisément de laver la laine. D'autre part, il n'y a pas ici de corporation ni patronale ni ouvrière. Autrement dit, il n'y a pas de règles. L'absence de règles a permis au patron de se développer aisément. Entre 1800 et la fin du XIXe siècle, la population est multipliée par 5. Mais alors l'impact est colossal parce que la ville, elle ne se développe pas jusque vers 1860-1870. Donc toute cette population nouvelle continue à s'entasser le long de la rivière, entre deux collines, sur 2 km de long. Donc vous imaginez l'impact urbanistique que ça a pu avoir. Et ce n'est que vers 1860 qu'on construit de nouveaux quartiers ouvriers alors au nord, et vers 1870 de nouveaux quartiers bourgeois au sud. Les Grandes Rames, par exemple, c'est la première cité ouvrière qu'on construit en Europe. Mais les Grandes Rames, il y a 800 personnes qui s'entassent dans une dizaine de maisons. Les familles les plus pauvres, elles ont une pièce de 4 mètres sur 4 pour toute une famille. On a même constaté parfois que la pièce était divisée en 2 à la craie pour 2 familles. Il n'y avait strictement aucun confort et les journées de travail étaient d'une douzaine d'heures sans aucun congé jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est vraiment très difficile peut-être de se rendre compte aujourd'hui à quel point les premières générations de l'industrialisation ont souffert. C'était une industrie familiale au début et ça le reste. On a une série d'une douzaine de grandes familles qui sont toutes alliées entre elles.
notamment Biolay et Simonis, mais aussi Simonis et Franquinet, les 2 tiers qui sont également liés au Biolay. Donc ça reste une industrie familiale pendant tout le 19e siècle. Et ces familles s'enrichissent considérablement. Il faut montrer qu'on a réussi. On se fait construire des châteaux qui n'ont rien à voir avec Chambord ou Versailles, mais qu'on considère comme ce qu'on appelle les châteaux de l'industrie. Beaucoup sont réaffectés ou pourraient encore l'être. Ainsi, ici, l'hôtel de maître et l'usine 2 tiers ont été reconvertis en centre touristique de la Laine. L'hôtel Biolay de l'autre côté de la ville devrait bientôt être reconverti pour accueillir un regroupement des musées communaux ainsi que toutes les archives communales. Il y a donc des projets réalisés, des projets en cours, mais c'est un combat vraiment de tous les instants pour que ce patrimoine qui est exceptionnel à Verviers soit revalorisé plus qu'il ne l'a été jadis. Alors, il n'y en a pas encore sur le site du Grand Ornu, mais ça ne saurait tarder, ce sont les QR codes. Alors, vous allez me dire, mais de quoi il parle? Eh bien, cette masse d'informations que l'on peut lire avec son petit téléphone ou son smartphone. Christophe Stefanski vous en dit un peu plus. En matière de tourisme aussi, la technologie est omniprésente. Les connexions 3G ou 4G faisant désormais partie de notre quotidien, vous pouvez donc avoir accès à des infos touristiques où que vous soyez avec votre smartphone ou votre tablette. Par exemple, vous pouvez obtenir directement des informations sur bon nombre de bâtiments historiques de la région wallonne simplement en scannant le QR code apposé sur leur façade. Le QR code, c'est un code barre qui a été inventé en Japon dans les années 90. Et l'idée, c'est en fait d'arriver à un URL beaucoup plus rapidement que de le taper dans un ordinateur. Donc on lance une petite application qui s'appelle par exemple Enigma. Cette application va lire le QR code et va vous envoyer vers un URL. Chaque fois que vous voyez cette petite plaquette sur un bâtiment, comme ici sur la cathédrale Saint-Aubin à Namur, n'hésitez donc pas à la scanner. Nous avons, au niveau du commissariat général au tourisme, organisé des partenariats notamment avec l'Institut wallon du patrimoine, justement pour faire en sorte qu'on puisse donner des informations qui ne sont pas toujours présentes sur place lorsqu'on se trouve devant un monument, mais qu'on puisse avoir quelques informations dans la langue, puisque le portable recherche automatiquement la langue. Il y a 4 langues actuellement, et donc automatiquement on reçoit des informations à peu près 250 mots. Et donc vous avez ce type de plaquettes donc, qui sont apposées au monument et qui permettent justement avec un QR code de pouvoir obtenir cette information via une plateforme web. Sur un smartphone, il faut l'application qui permet de prendre le QR code. Maintenant, il y a une autre technologie qui est le NFC qui apparaît de plus en plus sur les nouveaux smartphones. Et là, il ne faut plus télécharger d'application. Il suffit simplement de passer devant la pastille qui se trouve à l'arrière. Et automatiquement, vous recevez l'information, donc les 250 mots, qui expliquent en quoi le patrimoine, son histoire, je veux dire éventuellement s'il y a des œuvres importantes et des choses comme ça. Les QR codes peuvent aussi fournir un complément d'information lors d'une balade, disons, traditionnelle, comme ici à Floreffe. Ici pour Floreffe, on a fait une balade autour de 14-18. L'idée, c'était de montrer en fait des personnages de Floreffe pendant la guerre. C'était des civils ou des militaires, des gens qui sont morts pour la patrie. Et donc on a fait tout un projet avec une balade, avec des panneaux où se trouve le QR code chaque fois. Et même principe, donc les gens vont chercher l'information sur ce personnage précis pendant la guerre avec le QR code. À l'avenir, la technologie ira même encore un petit peu plus loin. On n'aura plus de QR code, donc l'image, on appelle ça la reconnaissance d'image, l'image même devient le code. Donc on va intégrer une photo sur un panneau par exemple et derrière cette photo il y aura l'URL et donc une petite application va interpréter l'image et va vous renvoyer vers l'information. Sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez aussi installer des applications comme Circuit de Belgique qui vous permettent de télécharger des balades. Circuit de Belgique, c'est un ensemble en fait de
de circuits qui sont organisés par des maisons du tourisme, qui sont organisés par des offices de tourisme, des villes parfois, et certains opérateurs, que ce soit en forêt ou même en ville. L'avantage évidemment, c'est que vous avez un descriptif, vous avez une carte et vous avez pas mal d'informations concernant le circuit, tout ce qui peut s'y trouver autour, que ce soit des attractions ou autres, ou logements, hébergements, donc gîtes ruraux, hôtels, etc. Et si vous n'êtes pas hyper branché, rassurez-vous, vous trouverez toujours des brochures papier et des cartes de balade dans tous les bons offices de tourisme ou syndicats d'initiative. Bien voilà, et un jour aussi, bientôt, cette application QR Code au Grand Ornu. Merci de nous avoir été fidèles à Télétourisme. On se retrouve sur les réseaux sociaux et sur TV5 Monde.